Une semaine s'est écoulée, on a encore une réunion avec eux, et là, les investisseurs nous disent que les gars, je pense que vous pouvez lever 2 millions. Si tu as envie de faire quelque chose, faut pas attendre la confirmation de quelqu'un. Faut essayer, puisque chaque personne est unique, chaque personne a sa façon de voir les choses, et chaque personne va expérimenter une chose à sa façon. Je pouvais plus en fait m'enfuir par rapport. Je devais en fait justement me transformer pour pouvoir progresser. Et si je restais en fait la version de moi-même à l'instant T, j'allais encore tourner en rond, perdre des années et ne pas avoir de progrès. Je pense qu'au fond de nous, on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à une nouvelle étape, mais pour x, y raison, il y a des choses qu'on fait pas. Il y a des choses qu'on fait pas, et c'est pour ça que ça nous fait souffrir au fil du temps, parce que on est peut-être partiellement conscient des choses, on se dit, mais là on est en 2026, je suis toujours en train de me confronter au même problème que j'avais en 2020. Et ça, en fait, c'est la pire des... C'est peut-être pas la pire, mais c'est une des grandes souffrances qui fait qu'on n'est pas satisfait. Bienvenue sur Résonance Vibes pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle interview. Résonance Vibes aborde les sujets du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du mindset, mais surtout de l'alignement intérieur à travers des interviews de personnes qui osent et qui montrent qu'on peut vivre une vie alignée avec ses aspirations, aussi bien sur le domaine professionnel que personnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ted Nivan, un entrepreneur avec un parcours très inspirant. Ted, bienvenue sur le podcast et merci d'être là. Merci de me recevoir, Fadi. Merci à toi. Donc, je t'ai un petit peu présenté très brièvement parce que ton parcours, il est quand même riche. Alors, si tu devais te présenter auprès des personnes qui sont en train de regarder ce podcast, qu'est-ce que tu dirais de toi, de ton parcours, de qui tu es? Alors moi, je dirais qu'avant tout, je suis un Arlésien martiniquais et que j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique en tant qu'Antillais, c'est-à-dire de faire les études jusqu'au bac et de partir à 18 ans en France, où j'ai pu effectuer en fait mon parcours d'ingénierie à l'INSA de Lyon. Et durant ce parcours, il y a eu pas mal de voyages, pas mal d'événements marquants. Et concernant ce voyage, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est en tant qu'Antillais, une première porte d'accès vers le monde international. Et pour moi, ça a été l'occasion de pouvoir partir en France, comme tu l'as mentionné, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. À quoi ça ressemblait le monde dans ta tête quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais déjà la sensation que tu dépasserais la Martinique? Comment tu voyais les choses déjà à cet âge-là ou dans ta jeunesse? Oui, en fait, c'est une excellente question. Moi, honnêtement, j'avais déjà cette vision de m'étendre au-delà de la Martinique via les différents médias. Et surtout, je me disais que en Martinique, c'est une île superbe, on peut faire pas mal de choses intéressantes, mais si je voulais vraiment aller loin, il fallait que je me projette et que je parte à l'international. Et souvent, quand on est en Martinique, on voit tout ce qui se passe en France, mais on est beaucoup influencé par les États-Unis. Les États-Unis, c'est un peu, on va dire, le rêve de partir là-bas pour différentes raisons, surtout, je pense, par rapport au succès qu'on peut avoir là-bas, l'entrepreneuriat, les startups et aussi pour l'entertainment, le divertissement. Quand on regarde la NBA, quand on regarde les différents championnats là-bas, ça donne vraiment envie d'y aller. Et je pense que en tant que Martiniquais, si on a l'opportunité de partir, je pense que la majorité des Martiniquais y partent. Est-ce que selon toi, donc grandir sur une île, la Martinique, est-ce que ça nourrit les rêves ou parfois tu as l'impression que ça peut les limiter? Est-ce que tu as eu cette impression, quand en étant ici, que tu pouvais être limité dans les rêves que tu avais et ce que tu voulais accomplir? Je pense que le passé qu'on porte tous, le passé colonial, laisse pas mal de marques en termes de perspective. Et c'est souvent ce qui crée des limitations, surtout au niveau des
des parents dans l'entourage, pardon, et dans l'enseignement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, on va dire, assez ouverts d'esprit et qui m'expliquaient les choses qui se passaient. Et je dirais que la Martinique, c'est assez intéressant parce que on est à la fois en France, en Europe, mais on est aussi situé en Amérique. Donc, on a un peu accès à plein de ressources différentes et parfois c'est un peu difficile de s'orienter, de se dire ok, dans quelle direction que je vais. Est-ce que je vais en France? Est-ce que je vais aux États-Unis? Est-ce que je vais au Canada? Est-ce que je vais rester en Martinique? Et je pense que c'est malheureusement c'est souvent le statut de la famille, on va dire, qui fait la différence, parce que c'est grâce aux parents qu'on a l'opportunité de voyager. Certes, on peut aussi, grâce aux études, avoir accès à des écoles, mais il faut avoir quand même des fonds pour subvenir aux besoins des jeunes. Parce que, à 18 ans, la majorité du temps, on ne travaille pas. Mais je pense aussi que c'est à la fois, en fait, un avantage et ça peut être un inconvénient, en fonction de la façon de penser. Mais, pour moi, ça a été une force. Moi, j'ai vu plein d'opportunités. J'ai vu plein de portes d'accès et surtout j'avais pas forcément peur d'y aller. À 18 ans, je voulais quitter la Martinique pour aller explorer le monde. Moi, je me rappelle que ma mère n'était pas forcément d'accord. Ma mère voulait que je reste. Mon père, il me disait bingo, vas-y. Donc quand j'ai eu l'occasion d'y aller, je suis parti. J'ai vu, donc tu m'avais expliqué que ton père, il était déjà entrepreneur, électricien ou artisan plutôt. C'est ça. Voilà, donc déjà peut-être avec une vision de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as grandi dans cet environnement-là où on te poussait vers ça ou est-ce que pas du tout? Tes parents étaient plutôt du style très frileux, fait des grandes études. Moi, je pense que ma mère, elle voulait juste que je sois heureux. Elle voulait juste que j'ai de bonnes notes, parce que elle n'a pas eu l'occasion de faire une scolarité, la scolarité qu'elle aurait souhaité. Moi, je dirais, ma sœur et moi, je dirais qu'on est la première génération, on a l'opportunité de pouvoir voir grand. Mais du coup, ma mère, elle voulait juste que je sois heureux dans mes choix. Mon père, je pense qu'il m'a poussé, parce qu'il il a commencé dans l'entrepreneuriat assez jeune. Il est artisan électricien et lui, il a commencé à son compte très très jeune. Donc il avait dire cette mentalité-là. Donc est-ce que ça m'a donné envie d'y aller? Sûrement, parce qu'il m'emmenait travailler avec lui et je voyais en fait l'impact qu'il avait dans la vie des gens. Alors c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais le fait d'apporter l'électricité dans les maisons, la lumière, c'est quelque chose que les gens ils raisonnent beaucoup. Et le fait de voir les sourires sur les visages des gens, ça me donnait envie de partir dans cette direction-là. Et initialement, je voulais devenir électricien, comme mon père. Je me disais, waouh, c'est cool. Et puis le fait de travailler dans tout ce qui est technique, tout ce qui est dans ce milieu-là, ça me plaisait. Et c'est ce qui a influencé justement mon parcours. Mais même si on est inspiré par son père, par peu importe la personne de notre entourage, on peut quand même avoir des croyances limitantes qu'il faut déconstruire pour se dire là je pars aux États-Unis, là je pars au Canada, je fais tel projet. Qu'est-ce que tu as dû déconstruire toi à ton niveau en tant que Martiniquais pour pouvoir te dire je pars à l'international et j'ose? Honnêtement, je pense que j'avais rien à déconstruire. Okay. Je dis pas ça pour être prétentieux ou quoi que ce soit, j'avais juste envie d'y aller. J'avais envie d'apprendre l'anglais aussi. Ça, c'est quelque chose que je voulais apprendre dès petit. Parce que quand j'étais, on va dire, au lycée, je commençais déjà à faire des petits projets de développement. Parce que je voulais travailler dans tout ce qui est informatique, électronique. Et quand tu allais sur Google à l'époque, c'était que des trucs en anglais, que des documentations en anglais et tout. Du coup, j'allais à l'époque sur Reverso pour traduire les mots en anglais et vers le français, mais c'était super, j'étais super lent. J'étais super lent et je me disais que il fallait que j'apprenne l'anglais pour pouvoir accéder aux opportunités. Parce que tu as plein de personnes aussi qui ont des opportunités, des compétences de malades, et parfois ça peut être juste que ils parlent pas l'anglais, du coup ils peuvent pas accéder à l'opportunité. Donc moi, j'avais pas peur d'y aller. Et je pense aussi que j'ai une relation avec le risque assez élevée. Parfois, on me dit, mais t'y vas là tout seul, t'as fait ça,
t'as décidé d'y aller et tout, comment, qui t'a accompagné? Enfin, moi, je dis, ben, il y a personne qui m'a accompagné. J'ai juste été sur Internet, j'ai cherché. Mais je pense que c'est sûrement ma curiosité qui m'a porté là. Moi, de mon côté, à la base, je suis quelqu'un d'assez introverti, assez discret, même solitaire. Et chaque personne a différents traits. T'as des personnes qui sont extraverties, qui vont faire plein de choses et tout. T'as d'autres qui vont évoluer différemment. Mais moi, c'est vrai que de nature, enfin, j'ai rien à prouver. Je fais les choses qui me plaisent, et si je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît, j'y vais. Et je demande pas forcément conseil, alors parfois à tort et à raison. C'est-à-dire que si ça me plaît, j'y vais, j'expérimente, au pire ça marche pas, mais au moins je vais essayer. Mais je pense aussi que une des choses aussi que j'avais à la maison, c'est que dès que mon père il apportait des appareils électroniques, je démontais. Je démontais les appareils, les ordinateurs, les radios, tout ce qui avait d'électronique pour comprendre comment ça marche à l'intérieur. Je voulais voir en fait comment ça marche parce que à chaque fois c'était une espèce de boîte magique pour moi et je voulais comprendre comment ça marche. Les rouages. C'est ça. Et je pense que j'ai peut-être la faculté de comprendre les choses de moi-même, de chercher, aller sur Internet, essayer de comprendre et tout et que j'attends pas forcément. Mais je pense que pour les personnes qui essaient de développer ce genre de traits, je pense juste qu'il faut y aller, être curieux, et puis ne pas partir avec des biais. Parce que souvent, on a tendance à vouloir demander à quelqu'un pour confirmer nos croyances. Et finalement, même si la personne va confirmer ta croyance et te dit que non, il faut pas y aller et que tu y vas pas, finalement, ça te fait pas avancer. Ça te fait pas avancer et parfois si tu as envie de faire quelque chose, faut pas attendre la confirmation de quelqu'un. Faut essayer parce que chaque personne est unique, chaque personne a sa façon de voir les choses et chaque personne va expérimenter une chose à sa façon. Et j'ai eu la chance de savoir très jeune qu'est-ce que je voulais faire. Dès le collège, je savais que je voulais devenir ingénieur. Du coup, ça facilitait mes choix par la suite. Parce que souvent, au collège, même au lycée, on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire. Et on essaie d'essayer différentes choses pour essayer de comprendre et avoir plus de clarté. Moi, je savais déjà que je voulais devenir ingénieur. Je savais juste pas si je voulais faire ingénieur en informatique ou en électronique. Voilà, c'est deux chemins différents. Et j'ai fait une filière en initiation au sens de l'ingénieur au lycée. Puis après, j'ai fait une filière scientifique, sciences de l'ingénieur aussi. Okay. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai redoublé la première et ça m'a aussi remis en question parce que à cette époque-là, pour moi, c'était un rêve qui était brisé. J'étais en train de me dire que finalement, je perds mes chances pour réaliser mon rêve. Mais je me suis réorienté en filière technologique, STI électrotechnique. Voilà. Donc j'ai fait cette reconversion et finalement, ça a plus été une bénédiction qu'autre chose parce que quand j'ai refait ma première, là, j'ai senti que j'aimais tout ce que je faisais. Tout s'alignait, que c'était même pas un effort en fait pour effectuer les cours. Et ça s'est soldé en terminale par un bac avec mention très bien. Ok. Et du coup, alors suite à cette réorientation, quelles ont été par la suite, que ce soit en France, je sais que tu as des expériences aux États-Unis, en Suisse, quelles ont été les expériences qui t'ont amené après à ce cheminement vers la blockchain? Quand je suis parti en France faire mes études d'ingénieur, j'ai eu en fait mon diplôme d'ingénieur en génie électrique. J'ai fait aussi un double diplôme en recherche. Et durant ce parcours-là, ça m'a amené à partir au Canada, en échange académique au Canada, et à faire mon stage de fin d'études à Harvard. Donc j'ai eu l'opportunité de faire mon stage de fin d'études en laboratoire. Et je pense que c'est le fait de partir à l'international et surtout de comprendre la mentalité anglophone qui m'a aussi permis de développer et aussi de briser des croyances. Parce que souvent le parcours en France et en Europe, c'est essayer de trouver le parcours le plus safe possible, avec le moins d'incertitudes et d'avoir un parcours assez classique. Mais moi, je voulais justement entrer dans l'entrepreneuriat, je voulais être indépendant. Donc une fois que j'ai été diplômé, j'ai intégré une start-up en premier, parce que je voulais comprendre l'environnement start-up à Paris.
Et par la suite, j'ai quitté la startup pour revenir en Martinique, me ressourcer. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire par la suite. Donc, quand je suis retourné en Martinique, j'ai vu qu'à cette époque-là, tout ce qui était blockchain, Web3, Bitcoin commençait à prendre de l'envergure. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis intéressé en tant qu'investisseur. On s'est investi un petit montant pour voir comment ça marche. Et en tant que tech, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, comment ça fonctionnait la blockchain, comprendre comment c'était structuré et comprendre comment créer des projets sur la blockchain. Donc j'ai commencé à me documenter, à aller sur Internet et à participer à des compétitions en ligne. Donc justement, quand tu parlais de trade, d'y aller, d'essayer des choses, de prendre des risques, on va dire que c'est un trait naturel qui est en moi. Et du coup, j'hésite pas à regarder quelles sont les opportunités disponibles pourquoi pas essayer de m'imposer. Parce que ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, là on parle de blockchain, mais maintenant c'est l'IA qui est d'actualité, c'est que souvent le timing c'est important. Quand on arrive à se positionner parmi les premiers, on peut capitaliser beaucoup. On peut capitaliser en termes de réseau, parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont à fond. Et du coup, quand tu commences à créer un réseau et avoir des compétences, là, tu as de bonnes connexions. Et dès qu'il y a une opportunité qui arrive, souvent, tu fais partie des premiers à y accéder. Ouais, effectivement. Et donc, le fait d'oser, de se positionner, te permet en fait d'être pionnier sur le marché et donc de créer un petit peu ta voix. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, surtout en Martinique où c'était pas encore, où ça commençait. Oui, voilà, ça commençait et c'était pas encore, on va dire, mainstream. Le Bitcoin, il y en avait certains on avait entendu parler, mais la blockchain, c'est la technologie derrière et ça va bien au-delà du Bitcoin. Et pour revenir aussi, peut-être que tu m'as posé aussi la question par rapport au projet et pour arriver à la levée de fonds. C'est parti d'une opportunité que j'ai vue sur Twitter. Parce que Twitter, on va dire que c'est le réseau social principal pour tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, la tech, c'est Twitter. Et sur Twitter, j'ai vu une opportunité pour participer à un accélérateur. Et cet accélérateur, il s'appelle Draper University. C'est un accélérateur qui est à San Francisco. Mais à cette période-là, on était en plein Covid. Donc l'accélérateur, il s'est fait à distance. C'est pour ça que quand j'étais en Martinique, je pouvais justement bâtir ce projet en Martinique. Et quand j'ai vu cette opportunité de participer à un accélérateur, je m'y suis intéressé et j'ai vu qu'il prenait 10 projets. 10 projets et c'était justement en partenariat avec une blockchain, Algorand. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce que moi, je pense que j'ai pas non plus ce blocage de me dire que souvent aux Antilles, on se dit que, je vais essayer de reformuler ça, c'est que souvent aux Antilles, on se met des limites nous-mêmes. On se dit que, malheureusement, je pense que ça revient toujours au passé colonial, où on se met pas en valeur. Et je pense que moi, ce qui a fait ma force, c'est le fait que je sois martiniquais. Quand j'ai vu l'opportunité de participer à l'accélérateur, j'en ai parlé à un ami en France pour qu'on puisse justement s'associer pour postuler dessus. Donc, moi, je me suis dit que pour qu'on soit accepté, il faut qu'on développe un projet, un prototype sur la blockchain pour qu'on puisse maximiser nos chances. Parce que la majorité des gens, ils vont appliquer avec une présentation, un PowerPoint, dire qu'on va faire ceci, cela, c'est des promesses qu'ils font. Et moi, je me suis dit que si on vient avec un prototype tech qui marche à peu près, là, on va maximiser nos chances. Là, en fait, on va sortir du lot par rapport à tout le monde et je pense qu'il y a moyen qu'on soit accepté. Donc, on avait 3 semaines pour appliquer. J'ai contacté mon ami développeur en France pour qu'il puisse travailler sur la plateforme, la partie front-end. Et moi, je travaillais sur les smart contracts. Les smart contracts, c'est le code qui tombe sur la blockchain, qui exécute les transactions. Et du coup, on a travaillé jour et nuit. Moi, j'étais en Martinique, lui en France, donc il y avait le décalage horaire. Je travaillais comme un malade et tout. Et quelques jours avant la fin de la date limite, j'ai été sur la plateforme pour soumettre.
Et quand j'ai été dessus, on pouvait plus soumettre. Ils avaient clôturé en avance la possibilité de soumettre le projet. Ah oui. Donc quand j'ai vu ça, j'étais effondré. Je me suis dit, oui. mais attends, on a travaillé 3 semaines et on peut même pas être jugé. Parce que si à la rigueur, on applique, on est rejeté, ben c'est pas grave, on a essayé. Et là, j'ai été sur le site de Draper University, j'ai trouvé un lien contact, j'ai contacté quelqu'un, j'ai envoyé un email. Et toutes les minutes, je faisais refresh pour regarder s'il m'avait répondu. Et boum, j'ai une réponse. Il y a quelqu'un qui me dit oui, on est désolé, on a décidé de clôturer plus tôt parce qu'on a eu tellement d'applications qu'on s'est dit que c'était suffisant. Mais on va faire une exception pour vous. Donc là, j'ai pu soumettre tout le projet et toutes les informations. Et une semaine après, on a eu la réponse qu'on a été accepté. On a été du coup accepté parmi une centaine de projets, on a été 10. Et du coup, c'était le début d'une aventure de 10 semaines d'accompagnement où on a du mentoring. On a des mentors qui vont nous aider à transformer notre idée en start-up. Okay. Mais tout est à distance parce qu'on est en plein Covid. Donc, durant cette période, on a pas mal d'adrénaline et tout parce que ça va super vite. Et on est mis aussi en contact avec des investisseurs. Donc moi je fais l'école avec des investisseurs depuis les Anses d'Arlet et tout, on commence à discuter et ils nous donnent des conseils pour comment évoluer par la suite. Et je me rappelle qu'il y a un jour, j'ai une discussion avec les investisseurs et les investisseurs ils nous disent oui, je pense qu'avec votre projet vous pouvez lever 200K. Donc 200K, nous c'était énorme. Oui, à partir de rien, en l'espace de 2 mois à peine, ils nous disent qu'on peut lever 200K. Donc j'étais super content. Mais une semaine s'est écoulée, on a encore une réunion avec eux, et là les investisseurs nous disent que bon ben les gars, je pense que vous pouvez lever 2 millions. Ça change la donne là. Et quand j'entends 2 millions, je me dis mais attends, non c'est une blague. Enfin j'y croyais pas. Parce que je pense que le fait qu'on ait développé un projet déjà à peu près fonctionnel, ça fait la différence. Et je pense qu'on sortait du lot par rapport à tout le monde qui était dans le batch de l'incubateur. Et là, ben, les choses sérieuses commencent. Et je me rappelle que j'avais dit ça à mon père. Et mon père aussi, il était étonné et tout. Et on était un peu dépassé par les événements. Oui. Et franchement, parce que mes parents, ils me voyaient travailler parfois à 2h du matin, 3h du matin, je suis là dans le salon devant l'ordinateur, j'ai les yeux rouges et tout. Et c'est vraiment une aventure, c'est vraiment une aventure humaine. Et du coup là, il fallait qu'on monte une société pour justement préparer les parts, pouvoir justement faire la levée de fonds. On a été mis en contact avec des avocats spécialistes dans la levée de fonds crypto. Et ça, c'était en 2021. Et à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de spécialistes. Donc, on a choisi les meilleurs. Et ça a été une grosse période, parce que pour moi, j'ai jamais été, on va dire, CEO, président d'une entreprise. C'était ma première entreprise, ma première société. Et ayant un profil tech, il fallait que j'apprenne pas mal de choses en peu de temps. En tout cas, ce que ça montre aussi, c'est que si on croit suffisamment en soi et qu'on ose, finalement, des opportunités qu'on peut penser impossibles et qui peuvent mener à des grandes choses sont finalement possibles, même en venant d'un petit territoire, même dans une petite commune de la Martinique. C'est exactement ça. Moi, je pense que il faut pas qu'on ait de biais, de préjugés. Il faut juste observer les opportunités. Parce que si on a des biais, on va pas voir les opportunités. Les opportunités vont se présenter à nous, mais on va pas les voir. Et je pense qu'il faut avoir cette curiosité-là. Et je me rappelle que quand je discute avec les investisseurs, ils me trouvaient différent. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais on va dire toute cette culture antillaise, martiniquaise et tout, parce que je disais que j'étais français, mais que j'étais dans la Caraïbe, et ils me disaient mais où exactement? Et il y en avait quelques-uns, il y en avait un qui connaissait la Martinique parce qu'il était argentin, et voilà, j'avais une énergie différente, peut-être un rayonnement différent, et ça c'est quelque chose qu'on a tous en vrai.
mais pendant ton parcours et ces expériences que tu t'es faites, que ce soit en France, aux États-Unis et autres, quel a été donc comment tu étais intérieurement? Est-ce que tu te sentais aligné avec toi-même, avec ta vision et avec ce que tu faisais? Comment tu te sentais concrètement? Ouais, je pense que c'est une bonne question, parce que je pense que mon premier moment de doute, c'était en école d'ingé. En troisième année d'école d'ingé, j'ai eu un gros moment, on va dire, sombre, où ça allait pas mentalement. Ça allait pas du tout, j'étais au point le plus bas. Et je pense que c'est dû aussi à l'accumulation, le fait de partir, de quitter la Martinique. Moi, j'étais super content de partir. Mais en vrai, le manque de la famille, des proches, c'est quand même un poids assez lourd à porter. Surtout que quand tu reviens en Martinique, ben, il y a des proches qui étaient là, qui sont plus là, malheureusement. Et tu vois en fait les gens grandir et c'est plein de moments que tu passes pas avec eux. Donc ça c'est, on va dire, un des prix à payer quand on est antillais et qu'on veut entreprendre de grandes études, c'est le fait de laisser la famille, on va dire. Et quand t'es antillais, moi je me rappelle que j'étais revenu en Martinique 2 ans après. Il y en a qui reviennent 4 ans après ou qui reviennent même pas, parce que parfois c'est compliqué. Et ça c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Moi, j'ai eu la chance que mes parents, ils sont venus me voir et tout. Mon père, il est venu me voir quand ça allait pas. Et ça m'a aussi reboosté. Mais c'est quelque chose de pas facile. De pouvoir s'adapter aussi à un nouvel environnement. Parce que certes, on est français, mais on n'a pas exactement la même culture. Je me rappelle que quand je suis arrivé en France, j'avais un peu du mal à m'intégrer. Pourquoi? Parce que je sentais qu'on n'avait pas la même maturité, on n'avait pas la même façon de fonctionner avec les métropolitains. Et au début, c'était un peu compliqué. Puis après, on s'y habitue. Mais je pense que ça, c'est la première chose. En tout cas, la famille, c'est le plus important. Et c'est la première chose qui peut vraiment peser. Parmi ces expériences que tu as eues, enfin pendant tout ton parcours, donc en dehors de ce manque de la famille, etc. On a parlé d'épuisement, de fatigue chronique, de burn-out. Quand est-ce que tu as senti que tu avais ce signal intérieur? Est-ce que tu l'as même senti? Ça, je pense que je l'ai senti en premier en prépa. En études préparatoires, tu sens que tu pousses beaucoup pour pas grand-chose, entre guillemets. Parce que en vrai, quand je suis arrivé en prépa, surtout la première année, elle est super difficile. Parce que tous les élèves, ils ont tous des mentions très bien, mentions bien. Du coup, le niveau, il est assez haut et l'écart entre les élèves est assez réduit. Ouais. Et je me rappelle que à l'époque, au lycée, par exemple en maths, je pouvais avoir des 18, des 17, etc. Et quand je suis arrivé en prépa, ben, tu prends une claque. Je me rappelle que ma première note en maths, c'était un 5 sur 20. Et du coup, ben, tu te remets en question. Et surtout que tu as un poids sur toi, tu te dis que tu as la chance de partir en France, faire les études, et tu n'arrives pas à suivre derrière. Du coup, il y a ce poids-là, et des études. Après, ça s'est mieux passé. Mais je dirais que ensuite, le deuxième moment, c'était la première expérience en start-up. C'était assez difficile. Pourquoi? Parce que quand on est en start-up et qu'on est cadre, on n'a pas de limite de temps. Et souvent, on va travailler dur le soir, le week-end, parce qu'on a la mentalité de réussir et que si ça pète, ben, on sera tous bien. Du coup, on y va à fond, Mais quand il va à fond sur 1 an, 2 ans, sur une longue période, au bout d'un moment, tu le paies cash. Et limite, tu le vois pas venir parce que ça devient une habitude de travailler beaucoup d'heures. Moi, je me rappelle qu'en start-up, parfois, je travaillais de 9h et je partais à 23h. Parce que t'as pas de limite. Oui, bien sûr. Et tu sens que tu fais des progrès, mais au bout d'un moment, ton corps, il lâche. Le mental aussi. Et c'est là que tu te remets en question et que tu te poses les bonnes questions du style est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte de la positivité? Tu réfléchis, en fait, tu remets limite tout en question sur tes choix.
Parce que tu te dis que tu as fait tant d'études, tu as fait tant d'efforts pour être dans une meilleure situation, mais finalement, une fois que tu as eu ton diplôme, tout ce que tu voulais, et que tu rentres en start-up, ben, tu te rends compte que en fait, c'est un nouveau chapitre et que c'est un peu plus dur. Et moi, je pense que ça a été aussi la raison pour laquelle j'ai quitté l'environnement de start-up, parce que j'en pouvais plus. Et t'es un peu partagé parce que moi, honnêtement, si j'ai rejoint la start-up, c'est que j'aimais tout ce que je faisais. Mais au bout d'un moment, si t'as plus d'équilibre, ben, ce que tu aimes, ça devient, on va dire, tes démons. Ça devient limite une prison. Et au bout d'un moment, tu quittes pour pouvoir quitter cette prison, justement. Et du coup, suite à cette prise de conscience, ces réflexions que tu as eues sur est-ce que je reste dans ce domaine, est-ce que je suis vraiment dans l'alignement, tu as été dans une quête un petit peu de retrouver un petit peu qui tu es, et donc tu es parti notamment en retraite dans l'Himalaya. Qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur qui est quand même cartésien décide de partir en retraite dans l'Himalaya, et qu'est-ce que t'as trouvé là-bas sur toi-même? C'est une bonne question. Pour mettre un peu de contexte, du coup j'ai quitté la start-up pour revenir en Martinique. Et quand je suis revenu en Martinique, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité un peu plus. C'est-à-dire qu'en tant que martiniquais, moi j'ai fait mon catéchisme, j'ai même été enfant de chœur et tout, mais je sais pas si c'est malheureusement le terme. Par la suite, j'ai pas en fait vraiment continué à fond dans cette voie. C'est-à-dire que j'ai été de temps en temps à la messe, je continue aussi à prier pendant mes études, mais après ça s'est un peu dissipé et ça arrive à beaucoup aussi d'Antillais. Et c'est-à-dire que le christianisme, moi d'ailleurs, j'y retourne toujours à la messe et tout. Je trouve qu'il y a pas mal de beaux enseignements, mais j'avais envie d'explorer différentes choses. Et j'ai commencé à me documenter et à regarder aussi des podcasts sur YouTube. Et il y avait pas mal d'épisodes qui parlaient de la méditation, qui parlaient du bouddhisme, etc. Donc quand j'ai commencé à consulter ce type de contenu, ça a beaucoup résonné en moi. Et c'est là que je me suis dit en Martinique, j'ai envie d'en savoir un peu plus, et j'ai envie de partir en Inde, et plus spécifiquement dans l'Himalaya, pour pouvoir justement faire une retraite expérimentée. Parce que ça aussi, regarder des vidéos c'est bien, mais c'est passer à l'action qui est le plus important. Et du coup, j'ai dit à ma mère que je vais partir en Inde, et elle n'était pas du tout d'accord. Ma mère, c'est la protection avant tout, et m'entendre dire que je pars en Inde, c'était quelque chose, mais j'y suis allé quand même. Et j'ai fait 3 semaines en Inde, dont 1 semaine de retraite. Et je suis arrivé à New Delhi, puis j'ai pris un avion pour aller à Dharamshala. Dharamshala, c'est la ville du Dalai Lama. Et c'est à Dharamshala que j'ai pu aller dans l'Himalaya. Donc je suis arrivé dans l'Himalaya, c'était à environ 2000 mètres d'altitude, et il y avait des moines bouddhistes qui vivaient là au quotidien, et différents temples. Du coup, je me suis imprégné de l'environnement, j'ai fait connaissance avec des moines, j'ai discuté un peu avec eux, d'où l'intérêt de parler aussi en anglais. Et j'ai rencontré pas mal de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui partaient aussi en retraite avec leur backpack. Et il y avait beaucoup d'Israéliens, des Australiens, des Américains. Et je pensais même pas en fait qu'il y avait autant de personnes de différents horizons qui étaient là-bas. Et quand j'ai fait ma retraite de méditation, en fait, c'était assez intéressant, c'est que à l'entrée, ils prennent ton téléphone. Ils prennent ton téléphone, c'est-à-dire que t'as pas de contact avec l'extérieur pendant 1 semaine. Et tu dois garder le silence. Et du coup, on était environ 70 personnes, et on était nourris, logés, et chacun participait à des tâches au quotidien. Il y en a qui faisaient la vaisselle, il y en a qui passaient le balai, moi j'étais tombé sur les chiottes.
Et du coup, chaque jour, tu as des enseignements bouddhistes. Tu te réveilles à 5 heures du matin. Tu as un petit rituel où tu bois une espèce d'eau chaude avec du citron, gingembre. Je crois qu'il y a du miel aussi dedans. Le matin. Et après, tu fais les enseignements bouddhistes. Et du coup, tu es dans le temple. Et les moines, ils t'apprennent comment méditer. Ils te donnent un petit livre avec des enseignements et tu apprends à méditer. Et c'était assez difficile au début parce que tu es avec toi-même, vu que tu peux pas parler, tu peux pas interagir avec d'autres personnes. Et pour garder aussi les postures, pour apprendre les différentes mécaniques. Et au fil des jours, parmi les 70 personnes, t'en avais 10 qui partaient. Je crois qu'en tout, il y en a eu peut-être un tiers qui sont partis parce qu'ils arrivaient plus à rester dans l'environnement. Et moi, je pense que c'est au 3e jour où j'ai commencé à sentir que ça fonctionnait, je dirais. Je sentais une sorte de tranquillité intérieure. Que j'avais plus autant de pensées à droite et à gauche et tout. Et je pense que justement, on est dans une société où il y a tellement d'informations, tellement de bruit. On a en fait l'attention limitée. Et du coup, c'est ce qui fait que on perd notre clarté d'esprit. Si on n'arrive pas à avancer jour après jour, c'est que justement on a pas mal de bruit dans le cerveau et du coup on n'arrive pas à prendre de bonnes décisions constructives. Et quand j'étais là-bas, j'ai senti que à partir du 3e jour, ça allait de mieux en mieux et que même la méditation, je commençais à comprendre et tout. Et ça m'a fait un bien de fou. Un bien de fou mentalement, la gentillesse aussi des moines et peut-être aussi l'alimentation, ça a eu un impact parce que l'alimentation bouddhiste, c'est vegan, il n'y a pas de viande et tout. Et au début, j'étais un petit peu, on va dire, je me posais des questions si j'allais pouvoir tenir, si ça allait me suffire en termes d'apport de protéines et tout. Mais en vérité, les plats, ils étaient super bien cuisinés, super riches et je ressentais pas la faim. C'était super, j'avais pas de maux de ventre et tout, tout allait bien. Et à la fin de la retraite, j'ai passé 2 semaines encore dans l'Himalaya et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Je pense que c'est l'endroit où je me suis senti le mieux. Mais par contre, la réalité c'est que quand je suis revenu en Europe et en Martinique, j'ai senti que cette tranquillité que j'avais assimilée, elle s'est un peu diffuse avec le temps. Oui, mais avant de revenir sur ça, j'aimerais quand même qu'on reste un peu sur cette partie de ta retraite pour avoir un peu plus d'éléments. Qu'est-ce que ça t'a appris d'être dans le silence comme ça, sur toi? En fait, quand tu es dans le silence et que, en tout cas, je vais parler de mon expérience. Peut-être que chacun expérience de ça à sa façon. Mais moi, j'ai senti que j'avais pas mal de choses qui étaient en moi, que je gardais en moi, que j'avais besoin de faire ressortir. Je pense que chacun a sa façon de gérer les événements, gérer les émotions, mais que parfois, on a toujours des émotions négatives qui sont en nous au fil des années. Même 5 ans, 10 ans après, elles sont là. Et moi, j'ai senti que je pouvais plus, en fait, m'enfuir par rapport à ça. Que là, je devais faire face à ces émotions et je devais en fait justement me transformer pour pouvoir progresser. Que si je restais en fait la version de moi-même à l'instant T, j'allais encore tourner en rond, perdre des années et ne pas avoir de progrès. Donc c'est cette sensation-là que j'ai eue. Et pour la première fois aussi, j'ai senti que la journée, j'avais le temps de faire des choses. Parce que souvent, je me sens dans le rush, on va dire, au quotidien. J'ai l'impression que 24 heures, c'est pas assez. Alors que je pense que c'est aussi une question d'organisation, de priorisation. Mais là, je sentais que j'étais avec moi-même, que j'avais du temps pour moi et que je pouvais réfléchir à tout ce qui allait pas. Parce que, en termes d'émotions négatives, il y a aussi qu'avec le temps, vu qu'on traite pas ces émotions-là, il y a des émotions qui nous affectent, mais qu'on oublie. Que tel ou tel événement s'est passé, que telle ou telle chose. Et là, il y avait tout qui revenait vers moi et c'était assez difficile à gérer. Mais je pense qu'il faut passer par là pour, comme on dit, il faut pas éviter les obstacles. Il faut y aller
dedans pour pouvoir évoluer. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que dans la vie dans laquelle on est et avec tout ce qu'on a à faire, le travail, monter son entreprise, peut-être sa vie familiale et compagnie, on est pris beaucoup dans les injonctions, qu'on oublie en fait de s'écouter, qu'on a beaucoup d'émotions qui sont pas digérées et qui vont rester stockées à l'intérieur de nous et qui peuvent créer en fait des blocages sans qu'on le sache et qui peuvent nous bloquer, enfin justement nous empêcher d'atteindre certains objectifs ou qui sans qu'on le sache vont nous saboter dans nos relations et dans tout ce qui se passe autour. C'est exactement ça. Je pense que si on n'est pas content dans notre vie, c'est parce qu'on a une sorte d'auto-sabotage. On a une sorte d'auto-sabotage. Je pense qu'au fond de nous, on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à une nouvelle étape, mais pour X, Y raison, il y a des choses qu'on fait pas. Il y a des choses qu'on fait pas. Et c'est pour ça que ça nous fait souffrir au fil du temps, parce que on est peut-être partiellement conscient des choses, et on se dit, mais là, on est en 2026, je suis toujours en train de me confronter au même problème que j'avais en 2020. Et ça, en fait, c'est la pire c'est peut-être pas la pire, mais c'est une des grandes souffrances qui fait qu'on n'est pas satisfait. Et on cherche justement à combler ce manque par d'autres choses qui n'est pas positif pour nous, qui est pas constructif pour nous. Donc je pense que c'est ça en fait. Et c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge parce que quelqu'un qui a 60 ans peut avoir toujours les mêmes problèmes qu'il avait à 30 ans. C'est une question de prise de conscience, d'avoir la clarté d'esprit et de se dire que aujourd'hui c'est le dernier jour où je suis dans cette situation-là. Là, j'y vais vraiment. Donc ça demande pas mal de courage, mais je pense qu'il faut du courage pour pouvoir évoluer. Si t'as pas de courage, il y a personne qui va venir t'aider. C'est clair que l'entrepreneuriat pousse aussi je crois que c'est un des vecteurs les plus forts de développement personnel puisqu'on est confronté à nos peurs, à nos blocages, à nos croyances limitantes en lien avec l'argent, à ce qu'on peut mériter ou autre quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est parfois, même si on n'a pas envie de faire ce travail, il se présente à nous. Et là, tu l'as très très bien décrit. Quand tu étais dans l'Himalaya, tu as rencontré le Dalai Lama ? Oui, on a eu l'opportunité d'assister à justement une de ses pratiques dans son temple. Et c'était assez impressionnant parce que, bon, je vais pas vous mentir que de base, j'ai pas forcément une grande histoire avec une grande relation spirituelle avec l'Himalaya et tout. C'était tout nouveau. Et j'étais même surpris qu'on pouvait en fait avoir accès au Dalai Lama. D'accord. Au Dalai Lama. Je pensais pas qu'en tant que nouveau venu, on pouvait accéder justement à ces pratiques, à assister. Et je me rappelle que quand j'ai été là-bas, il y avait une foule immense de personnes et tout. Et il y a aussi pas mal de sécurité, des hommes armés devant le temple. Et j'ai pu assister à ces pratiques. Et franchement, c'était super intéressant. Parce que quand je regarde en fait l'analogie avec le christianisme, il y a quand même pas mal de choses qui se recoupent. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, la spiritualité, c'est un framework qui t'aide justement à avancer dans la vie et d'avoir aussi quelque chose de beaucoup plus grand que ta personne. Et il y en a qui, on va dire, qui parlent de Dieu, qui parlent de l'univers, qui parlent de différentes choses. Donc chacun a sa façon de voir les choses, il faut respecter ça. Moi, j'ai pas on va dire que j'ai pas forcément de préférence dans les différentes méthodes. Moi, j'ai rencontré des musulmans, j'ai rencontré des juifs, et la seule chose la plus importante, c'est l'amour. C'est d'avoir l'amour pour les uns et les autres et de contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Et pardon, peut-être que je diverge un peu sur ta question. Non, mais ça me fait en fait réfléchir en même temps que parfois, quand tu es bloqué,
c'est une forme, enfin, je trouve que c'est une forme d'égoïsme dans un sens. Le fait de se centrer, de se dire que je suis pas satisfait de ma vie. Alors qu'il y a plein d'autres aspects de ta vie qui vont super bien. Mais le fait que la chose sur laquelle tu es focalisé, qui ne marche pas, ça te dérange et du coup tu te dis que ta vie, elle est pas correcte. Et ça, c'est malheureusement la majorité des personnes qui fonctionnent comme ça. Même moi aussi. Parfois, je me bute la tête sur un truc alors que derrière, la vie est belle. Et la spiritualité, justement, ça t'aide à sortir de ces mécanismes. Et à te dire que, à la fin de la journée, la meilleure chose que tu peux faire, c'est aider ton prochain. C'est aider ton prochain. Et je vais juste terminer par... moi, je me rappelle que mon défunt grand-père, qui est mort l'an dernier, il m'a souvent répété, même quand j'avais 18 ans, même avant, que le plus important, c'est la santé. C'est peut-être cliché et tout, mais je pense que c'est la base de tout, que si tu veux entreprendre, si t'es pas en bonne santé, tu pourras rien faire du tout. Je suis d'accord. Parce que l'entreprise est à l'image de qui tu es. Donc, pour que l'entreprise soit en bonne santé, il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu sois, en fait, en position de pouvoir effectuer des décisions. S'il y a des opportunités qui se présentent à toi, si tu es malade, ce sera pour la personne qui sera en bonne santé, malheureusement. Même si tu as de meilleures compétences, c'est comme ça. Et mon grand-père aussi m'a souvent dit que la santé, c'est le plus important, mais de jamais rien garder dans ton cœur. Et ça, je l'ai compris longtemps après, parce que quand je te parlais de pensées négatives ou de choses qui s'est passées dans le passé, et que moi, étant quelqu'un de discret, d'introverti, je vais pas forcément demander de l'aide à quelqu'un. Alors parfois, ça peut être un truc super simple, hein. Mais le fait d'être réservé et tout, au fil du temps, c'est quelque chose qui te fait mal, qui grossit, et c'est ce qui fait que tu perds ton cap, en vrai. Donc, je pense que c'est assez important, la santé, et puis quand tu as un problème, essaie d'avoir quelqu'un qui peut t'aider. Ça peut être quelqu'un de confiance, mais il faut que tu arrives à retirer, juste parler, dire la chose, ça te libère comme pas possible. Et surtout chez les hommes, en fait. Les hommes ont du mal à demander de l'aide, c'est parce que c'est l'éducation, c'est la société qui veut ça. Contrairement aux femmes, où les femmes vont plus s'entraider, parler, etc. Mais les hommes, il faut libérer plus la parole et se dire, voilà, je suis là pour toi, etc. quand tu as un problème, ou ne pas avoir de réticence, comme tu dis, à aller vers l'autre pour dire, ah là, je peux pas m'en sortir tout seul, ou j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de main. C'est exactement ça. Et c'est vrai que je le vois beaucoup chez les femmes. C'est souvent les femmes partagent leurs petits secrets aussi. Entre hommes, parfois on est plus en mode... Parfois on va partager quand même des choses, mais peut-être que c'est le schéma de la société qui fait que si t'as un problème et tout, tu vas te débrouiller tout seul, quoi, tu vois. C'est ça. En tout cas, t'as partagé énormément de concepts très intéressants sur le fait de la santé. De toute façon, si quand tu as la santé, tu as comme on dit 99 problems. Mais quand tu n'as pas la santé, ton seul problème c'est ça, c'est de la retrouver. Donc c'est tellement vrai, mais c'est la santé physique et mentale aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, ton parcours montre aussi ça. Tu peux avoir des accomplissements, faire de grandes choses, mais si, au fond de toi, tu n'es pas aligné et que finalement tu ne t'écoutes pas et que tu ne vas pas vers ce que ton âme ou tes aspirations, tu vas sentir que ça va se manifester à travers un burn-out, à travers de la dépression, à travers parfois des maladies pour certains. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'écouter. Qu'est-ce que tu dirais un jeune Martiniquais qui rêve grand mais qui n'ose pas? Je pense qu'il faut avoir conscience de l'opportunité qu'on a d'être jeune. Tu sais là on parlait de la santé. Quand t'es jeune, excuse-moi le terme, souvent tu t'en fous de la santé. La santé c'est pas ta priorité. Parce que tu te dis que t'es jeune, t'es fort, tu comprends pas en fait ces concepts-là. C'est pour ça que par la suite tu comprends les concepts de
faut que je fasse attention à ma santé, parce que quand tu grandis, ben, ton corps, il réagit plus de la même façon. Donc je pense que quand tu es jeune, tu peux prendre beaucoup de risques. C'est le meilleur moment pour essayer des choses. C'est le meilleur moment pour avoir beaucoup d'échecs aussi, parce que t'as encore pas mal de temps pour expérimenter. T'as le temps de te refaire aussi. Si niveau économique ça va pas, je pense qu'il faut juste y aller. Il faut juste y aller, essayer des choses. Et dans tous les cas, tu vas apprendre. Tu vas rencontrer des gens. Et je pense dans une ère où maintenant on a l'intelligence artificielle, la chose la plus importante, c'est plus la partie technique, mais c'est plutôt les liens que tu fais avec les gens. Les liens que tu fais avec les gens, c'est les connexions. Quand tu es jeune, essaie de faire le maximum de connexions, mais surtout d'entretenir ces connexions-là. Parce qu'avec le temps, on voyage dans différents pays. Parfois, un ami que tu te fais par exemple, à un instant T, 2 ans après, parce que tu n'as pas entretenu la relation, mais cette relation-là, elle n'existe plus. Donc, je pense qu'il faut avoir le maximum de connexions, essayer le maximum de choses, et de construire des projets. Il faut, justement, pour avoir justement cette opportunité, cette différence par rapport aux autres, il faut faire. Il faut faire des choses. Tu fais des choses et tu documentes aussi ce que tu fais. Partager dans les réseaux. Maintenant, avec ton téléphone, tu peux créer du contenu, tu peux partager facilement, tu documentes ce que tu fais parce qu'au fil du temps, ça va payer. Parce que les gens, ils vont voir tout ce que tu as essayé, ils vont dire « Ah ouais, Tibam, t'as red, tu vois ». Et ça fait une différence par rapport à tout le monde. Et ça va aussi te donner plus de légitimité quand tu vas discuter avec d'autres personnes. Parce que les gens, ils vont voir ton parcours, ils vont se dire que lui là, il va pas me faire perdre mon temps. Lui là, il faut qu'on le pousse. Il faut qu'on lui donne les ressources pour qu'il puisse se développer. Très pertinent ce que tu dis. On arrive presque à la fin de l'interview. Aujourd'hui, c'est quoi les projets sur lesquels tu es? Je sais que tu bosses sur un projet. Est-ce que tu nous en parles ou pas? Oui, je peux vous en dire rapidement, un mot. Là, je travaille sur un projet qui concerne la commune des Anses-d'Arlet. C'est un projet de transformation digitale de la commune. Donc, pour faire simple, je développe une plateforme sur laquelle on trouve toutes les activités, tous les commerces locaux, les restaurants, les hébergements, toute l'activité économique de la commune au sein d'une même plateforme. Donc, ça permet en fait aux résidents d'avoir accès à la commune dans leur poche et de pouvoir consulter les annonces, les événements, tout ce qui se passe dans la commune. Et ça permet aussi aux touristes de consulter les restaurants, les activités, d'avoir tout l'écosystème qui est à jour. Et c'est une application qui est en français, créole, anglais, espagnol, portugais, bref. Elle est traduite dans plusieurs langues et c'est fait pour faciliter la vie des Arlésiens et des touristes. Et c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est vrai que c'est difficile d'entreprendre en Martinique et moi, c'était important pour moi de pouvoir contribuer dans mon écosystème. Et mon écosystème, avant tout, c'est les Anses-d'Arlet, c'est là où j'ai grandi. Et je voulais justement apporter ma pierre à l'édifice avec les compétences que j'ai accumulées au fil des années. Donc ça peut être quelque chose de simple comme quelque chose de grande envergure, mais le fait de sentir que tu contribues à l'écosystème, que tu apportes ta pierre à l'édifice, je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait. Même la levée de fonds de 2 millions ou le fait d'avoir fait mon stage à Harvard, etc. Je pense que ça m'a pas apporté de joie énorme à l'instant T. C'est-à-dire que j'étais conscient des choses, que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, mais derrière, j'ai pas changé la vie de quelqu'un. Et si au sein de ma plateforme, j'arrive à changer la vie des Arlésiens, à leur faciliter la vie, comme ça, ils ont toutes les informations, ils sont au courant de tout, bah ça apporte du bonheur. Et là, tu as un impact sur la vie des gens, un impact positif. C'est ça. Donc, ce sera le mot de la fin, du coup, l'impact positif. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre un petit peu ce que tu fais? Est-ce que tu as des réseaux, enfin, je sais que tu as donc Instagram, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, tout simplement?
Oui, on peut me retrouver sur Instagram et sur YouTube. Le handle, c'est Ted Nivan. C'est @TedNivan. On mettra ça juste en bas. C'est ça. Et puis, t'as une chaîne YouTube, il me semble. C'est ça. Le handle, c'est pareil. D'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez le suivre pour la suite des aventures. En tout cas, on te souhaite d'aller loin, de continuer à impacter à travers tout ce que tu vas faire. Et je te remercie d'avoir été sur le podcast, d'avoir partagé ton parcours et toutes tes prises de conscience très inspirantes. Et du coup, je vous remercie également d'avoir visionné le podcast et restez connectés pour la suite. Merci à vous. Merci.